Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je reçois Patrice Billy dans le cadre de son livre, donc Dis merci mon cœur, il C'est me ça. semble. Voilà, Dis merci mon cœur. Voilà, un ouvrage, alors je dirais, sur une histoire extraordinaire. Euh, alors Patrick, voilà, Patrice, pardon, parce que Patrick, alors Patrick Billy, le nom d'auteur, et Patrice Billy, donc ton vrai nom, Patrice. Donc, alors présente-toi un petit peu, Patrice. Mets-nous un petit peu avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit peu. Raconte-nous un petit peu avant, l'avant de cette histoire invraisemblable, je dirais, extraordinaire aussi. Et raconte-nous un petit peu le contexte. Alors, le contexte difficile aussi, mais en quelques mots, un petit peu te présenter et présenter un petit peu le contexte avant l'écriture de ce livre et qu'est-ce qui t'a amené donc à écrire ce livre. Oh, bah, de manière très simple, hein, j'avais un super travail. Je suis marié. Je travaillais dans une banque depuis presque 20 ans avec de fortes responsabilités. Avec ma femme, pendant de nombreuses années, on a essayé d'avoir un enfant de manière naturelle. Elle a subi plusieurs fausses couches, ça s'est pas fait. On a tenté éventuellement de faire des traitements à l'étranger, mais on s'est dit non, non, c'est trop risqué pour la vie de ma femme et j'ai refusé de suite cette solution-là. La solution de rechange, entre guillemets, pour elle, c'était de se dire, ah ben, écoutez, comme Madame Joséphine Becker qui a adopté cet enfant, pourquoi nous, on n'adopterait pas un enfant? Moi, j'étais pas forcément prêt, c'était en 2007, ouais, 2007. Donc, j'ai mis à peu près 2 ans pour me faire à l'idée de dire, OK, c'est pas grave, on peut pas avoir un enfant de manière naturelle, même si tout va bien de notre côté, on n'avait aucun souci de fertilité. C'est la vie, c'est comme ça. Eh ben, on s'est dit un beau jour, tiens, bah, pourquoi pas tenter une adoption? Et puis, ça va être une aventure assez simple, hein, administrative. Il y aura des documents à fournir. Et puis, à l'arrivée, eh ben, on aura un enfant. Voilà, donc là, c'est le contexte, voilà, ce que je voulais voilà, aussi poser les bases, le contexte de ta vie, donc voilà, tout ce qui s'est passé, voilà. Et ensuite, alors, raconte-nous un petit peu ben, comment dire, le bascule, tu vois, la bascule aussi, parce que bon, pour arriver dans le livre, il faut vraiment qu'on comprenne, je pense, la base et le contexte. Tu vois, donc là, vous vous êtes dit, voilà, un couple traditionnel, voilà, tu as un bon boulot, ta femme aussi, enfin, ta femme, je ne sais pas si elle travaille ou quoi, mais une situation familiale tout à fait correcte, tu vois ce que je veux dire, euh, comment dire, ou l'administration française, ou même dans un processus Tout à fait. d'adoption, Tout à tu es fait. un dossier plutôt très bon, quoi, je dirais, tu vois, parce Ah, qu'on a les revenus, tout ça, dans le contexte, tu as un bon dossier. alors, au départ, on pensait avoir un bon dossier. Simplement, ben, quand on commence à avoir les premières démarches en adoption, pour l'adoption, on s'aperçoit que les couples qui ont plus de 40 ans déjà en France, c'est impossible d'adopter. Le conseil de famille émet automatiquement un avis défavorable, ce qui était notre cas. Donc, on avait déjà compris qu'en France, c'était mission impossible. On apprend de manière tragique que sur 100 familles qui vont se lancer dans l'adoption, simplement 30 familles iront au bout, alors que ça soit en France ou à l'international. Donc déjà, quand on entend ces choses, ces premières choses-là, on se dit, oula, ça risque d'être plus compliqué qu'on ne le pensait. Alors on se dit, bah c'est pas grave, hein, on va faire des dossiers. On avait monté un dossier pour Madagascar et pour la Russie de mémoire. Quand on a commencé à voir qu'on était 480e sur les listes d'attente et que globalement, il y avait 6 ou 7 enfants par an qui pouvaient être adoptés, on avait très très vite compris que bah, notre désir d'adoption à l'étranger via des associations, c'était perdu d'avance. Surtout que médecins du monde qu'on avait rencontrés nous ont dit, mais messieurs, dames, vous n'aurez jamais d'enfants, surtout en bas âge. Au mieux, on veut bien, je suis désolé de dire ça, hein, c'est cru, hein, on veut bien vous accorder un enfant, mais à ce moment-là, il faut qu'il ait une jambe, un bras en moins, enfin en tout cas un handicap certain et puis d'un certain âge. Voilà comment on s'est heurté au D'accord. départ. Voilà, c'est ça que je vois. C'est vraiment, voilà, Ouais. au départ, tu as déjà la difficulté de là, etc. Bon, et du coup, là, à ce moment-là, tu t'orientes vers quoi voilà, vers quoi tu t'orientes là? Tu as eu des conseils je sais pas moi, d'associations Ouais. ou je sais pas s'il y a des privés Ouais. ou des gens qui Ouais. conseillent sur ce côté-là.
Alors, ce qui est assez marrant, assez marrant. Après cette fameuse entrevue avec Médecins du Monde, on a failli divorcer avec ma femme parce que pour nous, on comprenait pas. Enfin, on n'était plus du tout sur la même lignée. On a eu la chance de se rapprocher d'une association effectivement qui s'appelle EFA, Enfants France Adoption, qui nous ont aidés, qui nous ont dit un jour, bah tiens, il y a un pique-nique qui va se passer dans le Var, près de la base militaire. Allez-y, vous allez rencontrer des parents adoptants et puis vous allez discuter avec eux. Et puis j'avais pas envie d'y aller, ma femme non plus, c'est pas très beau. Puis on s'est dit bon allez, ok, on y va, on joue le jeu, on y va, on n'a pas envie de participer, on reste à l'écart. Et puis là, il y a une dame qui vient nous voir et qui nous dit ah venez vous joindre à nous, on partage le pique-nique ensemble. Et de là, on me dit, mais est-ce que vous avez pensé à l'adoption individuelle et à l'étranger et pourquoi pas à Haïti? Et on s'est dit de là, ah tiens, pourquoi pas Haïti? Ouais, je m'en fous, qu'il soit blanc, noir, gris, jaune, on s'en foutait. Nous, notre désir, c'était d'avoir un enfant. Est-ce que tu peux nous expliquer juste, alors juste parce que moi, on n'est pas tous des pros aussi, qu'est-ce qui est la différence entre l'adoption individuelle et les adoptions que tu as fait avec les papiers, etc. En fait, c'est quoi la différence entre les deux? Voilà, explique-nous un petit peu. Voilà. L'adoption avec une association, c'est qu'à partir du moment où tu montes un dossier et que ton dossier est jugé bon, c'est l'association qui s'occupe de tout et qui fait les démarches pour toi pour trouver un orphelinat ou une crèche. Dans notre cas, c'est une crèche et non pas un orphelinat. Et en fait, toi, tu attends sagement sur ton canapé que tu aies au bout de X temps un enfant qui t'est attribué. Ça, c'est le principe d'une association. Maintenant, quand tu vois que par une association, ça se passe pas, il faut le faire à titre individuel. Et là, bien évidemment, c'est bien plus compliqué puisque c'est toi qui dois faire les démarches, en sachant qu'il faut choisir le bon pays, en sachant que ça dépend où tu te trouves. La langue n'est pas forcément la langue française, en sachant qu'à l'époque, il y avait eu une sale affaire en France qui était l'affaire L'Arche de Zoé. L'Arche de Zoé, effectivement, on était en plein pot dedans, où il y avait quand même eu, on va dire, du trafic d'enfants. Nous, c'était la seule démarche qu'on voulait pas faire, c'était l'individuel, et on a plongé tête baissée dedans. Voilà, donc là, en gros, on va parler franchement, tu t'es connu tous les papiers, à aller faire les démarches, à aller trouver les crèches ou les orphelinats, ou même des familles, je ne sais pas comment. Ça s'est passé très simple, ce déjeuner a tout changé, c'est qu'on me dit, mais tiens, nous, on connaît la directrice d'une crèche en Haïti, c'est quelqu'un de très, très bien, tu peux lui faire confiance. Si tu veux, dans un premier temps, on parle de votre situation à cette dame qui s'appelait Evelyne Louis-Jacques. Et si elle est d'accord, si elle estime que vous rentrez dans les critères, il faudra accepter de lui faire confiance parce que Haïti, c'est compliqué, y compris pour les communications téléphoniques. Et puis, ça prendra le temps que ça prendra, mais Evelyne vous aidera sur le dossier. Et ben, c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc, on lui a envoyé tous les documents. Et on a attendu qu'Evelyne rentre en contact avec nous. Donc, on a pris souvent contact avec elle par téléphone pour savoir où en était le dossier, comment ça se passait, parce que c'est très, très, très compliqué. Et une histoire plus forte que de l'amitié s'est créée, puisque moi, aujourd'hui, je l'appelle ma maman noire ou ma sœur noire. On en est toujours là aujourd'hui. C'est un lien qui s'est créé, mais heureusement, on est tombé sur la bonne personne. On a eu cette chance-là. Il y en a d'autres. Oui, parce qu'à ce moment-là, voilà, tu vois, je veux juste voilà, qu'on prévienne un peu tout le monde. C'est en pleine Arche de Zoé qui est quand même un trafic d'enfants, une fausse association qui demandait contre rémunération qu'elle envoyait des enfants, qu'elle volait aux familles. Il faut être, en gros, un enfant qui traînait dans la rue, l'argent est récupéré, il faisait des papiers, l'adopter en France et des familles payaient l'association pour faire ce transfert-là sans aucune vérification sur l'enfant, la famille. Parce qu'un enfant, qui soit en Afrique ou qui soit dans un pays pauvre ou riche, il a besoin de ses parents s'il en a. Il faut arrêter de. Oui, tout à fait. On est d'accord. On est d'accord. En sachant, alors donc, là, la peur que tu as eue, peut-être, non, il n'y a pas eu de. Tu sais, la suspicion, tu ne connais pas, tu es un peu sur des yeux. Comment tu as fait pour vérifier? Comment tu as fait pour te couvrir quelque part aussi? Parce que tu vois, c'est compliqué. J'ai eu la chance que plusieurs familles avaient adopté par cette crèche, donc on avait quand même un retour. Et puis lors de ce fameux pique-nique, il y avait les enfants qui étaient présents, qui étaient bien sortis de cette crèche.
On avait des super retours de retour d'Evelyne et de la crèche Notre-Dame de la Nativité. Donc, on s'est dit, il faut faire confiance. Bien évidemment, on a pris un avocat sur place en Haïti. Donc, on s'est dit, on va se border juridiquement pour qu'on n'ait pas de problème vis-à-vis aussi de l'État français. Il faut faire aussi des démarches en France pour que le ministère des Affaires étrangères soit au courant de notre démarche d'adoption, pour que justement toutes les suspicions qu'on aurait pu avoir sur nous soient totalement levées, même si on avait toujours un doute. Et la seule chose que je veux dire, c'est qu'une adoption, c'est pas gratuit. Alors, c'est la seule fois où je vais en parler, c'est que ça a un coût. Mais le coût, il faut savoir que quand on va sur le site du ministère des Affaires étrangères, en fonction du pays où tu souhaites adopter, tu as le coût de l'adoption. En gros, c'est toute la partie administrative, juridique, l'avocat à payer, les tribunaux à payer. Donc, c'est quelque chose qui est quand même clairement mentionné et les couples savent exactement le prix qu'ils vont devoir mettre, en tout cas pour la procédure, pour aller jusqu'au bout. Ça, en fait, voilà. L'histoire, en fait, alors juste aussi pour clarifier des fois, parce que tu sais, les droits, les droits juridiques, etc. En fait, à grosso modo, c'est quand tu vas faire une adoption, il faut quand même, comment dire, voilà, le pays dans lequel tu vas faire entrer l'enfant, comment dire, mettons d'Haïti en France. Comment expliquer? Il faut que cet enfant-là, il soit quand même déclaré en France, qu'il entre sur le territoire et toutes ces démarches administratives pour pas qu'il y ait, tu vois, des flux d'adoption un petit peu au pif, sans déclaration, avec des individus qui se retrouveraient en France sans aucune identité, ou tu vois. Alors déjà, c'est l'inverse. Déjà, il faut savoir qu'il faut quand même déjà avoir le jugement, en tout cas en Haïti, puisqu'il faut passer au tribunal, pour que le tribunal reconnaisse en Haïti que l'enfant qui nous a été confié porte notre nom et l'autorisation de quitter le territoire haïtien, ce qui était notre cas, bien évidemment. Sinon, il n'a aucune possibilité de sortir d'Haïti. Voilà, on est d'accord. Donc, ça, c'est impossible. Donc, les démarches sont très, très longues en Haïti. Et bien évidemment, c'est eux qui donnent le feu vert pour faire sortir l'enfant. Après, la dernière partie administrative, si tu veux, on en parlera plus tard, mais ça prend encore plusieurs années derrière. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Et juste pour finir avec cette partie-là, juste pour qu'on comprenne un petit peu tout ce qui s'est passé, une fois qu'un enfant a été adopté, qu'il arrive sur le territoire français, mettons, entre Haïti et français, il prend la nationalité française, c'est ça en fait? Non. Non, mais c'est même toujours cette nationalité haïtienne. C'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on t'a attribué un enfant, il faut que tu saches qu'il faut partir dans le pays pour rencontrer l'enfant et pour aller signer un certain nombre de documents auprès des tribunaux. Nous, au départ de l'adoption, on devait faire qu'un seul voyage entre la France et Haïti. La législation, entre-temps, a changé. L'avocat qui avait la procuration nous a dit « ce n'est plus possible, je ne peux pas mener le dossier à terme. Il faut absolument que vous veniez en Haïti pour déjà rencontrer votre enfant et vous présenter avec moi auprès des tribunaux. » Donc déjà là, si tu veux, c'est déjà un coût supplémentaire qui n'était pas au départ. Et dans notre affaire, en plus, qui a été compliqué, c'est que nous, on n'y est pas parti une fois, on y est parti 5 fois. En sachant que, en gros, un billet d'avion France-Haïti, on passe en gros par la Guadeloupe, tu en as à peu près à chaque fois pour 1 000 à 1 500 euros de billets par personne. Donc, on imagine les frais d'hébergement sur place, où on ne va pas rester 2 jours. C'est pour situer un petit peu. Voilà, là, on a bien situé. Je suis assez content qu'on ait pu parler de petit peu de toutes ces démarches, etc., pour que les gens comprennent. Alors maintenant, allez, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, puisque là, ça a l'air tout simple. Enfin, ça a l'air tout simple, ça a l'air fait. Voilà, tu vois, là, on était bien, ok. Bon. Alors, raconte-nous cette bascule dans je dirais, dans l'irrationnel, finalement. Ben écoute, on est parti. L'élément perturbateur. Ouais, l'élément perturbateur, il est en plus assez. Le mot comique, je ne l'aime pas, mais c'est un concours de circonstances. Avec ma femme, on avait prévu de partir début janvier 2010 en Haïti pour rencontrer notre fils et aller signer les documents. Et Evelyne, la directrice de la crèche, nous dit écoutez, venez plus tôt parce qu'on va perdre encore 15 jours, 3 semaines sur le dossier. C'est compliqué. Si vous voulez que le petit soit là début 2010,
essayez, débrouillez-vous. Je sais que pour la période de Noël, c'est très, très cher, mais venez. Donc, on fait un effort financier énorme pour pouvoir nous rendre dans la crèche, rencontrer notre fils pendant 15 jours, faire signer tous les papiers et dire à notre fils, eh ben, écoute, on est obligé de rentrer en France, on va te préparer la chambre. Et dans 4-5 mois, normalement, eh ben, on vient te rechercher. Et puis, l'histoire se termine ainsi. Ton fils avait quel âge là, à ce moment-là, à peu près? Il avait 4 ans. D'accord. Il avait 4 ans, on l'avait toutes les semaines au téléphone, donc on avait eu un attachement. Il était préparé psychologiquement à nous voir, il nous attendait, il savait. Donc on a passé 15 jours avec lui, et puis on repart un 23 décembre 2000, attends, je sais plus si c'est 2009 ou 2010, mais enfin, fin d'année on repart, et puis on lui dit, écoute, dans 4 mois on vient te rechercher, quoi. Il n'y a pas de souci. Et puis le 9 janvier au soir, on l'appelle, il était un peu grognon, et puis on discute, et puis on lui dit, bah, écoute, t'inquiète pas, on va bientôt venir te chercher. Et puis le dernier mot qu'on a eu, c'était je t'aime papa, je t'aime maman. Et puis ça s'est arrêté là. Et le 11 janvier au matin, puisqu'il y a un décalage horaire, je prends ma voiture, je vais pour travailler. Et là, bah, j'entends qu'il y a eu un énorme tremblement de terre en Haïti le 10 janvier. Et qu'il y a forcément des victimes et qu'il y a de très, très, très gros dégâts en Haïti. Bien évidemment, la première chose que l'on essaye de faire, c'est de rentrer en contact avec la crèche. Tu t'imagines bien que les communications ne passaient absolument pas, c'était impossible. On a eu quelques informations par des parents, par des personnes qui arrivaient à avoir Evelyne, qui commençait à faire malheureusement le décompte des enfants qui n'avaient pas survécu, parce que chaque jour qui passait, c'était des annonces d'enfants qui étaient décédés. C'est le bâtiment dans lequel ils dormaient, qui était pourtant aux normes françaises, qui s'est complètement écroulé sur eux en quelques secondes. Et puis un soir, on appelle et on nous dit, un soir on appelle la crèche, on tombe sur quelqu'un qu'on connaissait qui nous dit non, mais le petit est avec nous, ne vous inquiétez pas, il est là, je vais vous le passer. Et on nous passe cet enfant-là et puis on se dit mais il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. C'est pas la voix de notre fils. D'accord, ouais. Je dis c'est pas la voix de notre fils, donc on lui dit mais non, on veut parler à Junel. On veut parler à Junel, dit tête piquante parce qu'il avait les cheveux tout raides. Et là, il y a un blanc énorme, et on nous dit, mais bah, il est mort. Il est mort. On l'apprend comme ça par téléphone à 3500 km, alors que ça faisait une semaine qu'on nous disait qu'il était vivant et qu'on allait faire le nécessaire pour le faire rentrer en France. D'accord. Et à ce moment-là, alors, donc là, il est décédé. Et c'est la réalité, en fait, c'est ça. Là, aujourd'hui, ce qu'on t'a dit, c'était la vérité. Il n'y a pas eu de. Ma femme a eu un doute à un moment donné. Elle me dit non, peut-être il s'est échappé de la crèche. Tu sais, c'est toujours, on n'en est pas sûr puisqu'on l'a pas réellement vu. Ma femme a eu des doutes. Maintenant, après, on a fait confiance, bien évidemment, à Evelyne. Il n'y avait aucune raison qu'on nous raconte des bêtises. Voilà, donc là, oui, voilà, c'était quand même Evelyne aussi qui avait validé, qui avait aussi, comment dire, tu vois ce que je veux dire, qui a dit oui, c'est vrai. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc là, on a su réellement que le petit était décédé. Bon, ça a été faut dire les choses comme elles sont, hein, ça a été la descente aux enfers pour la maman, surtout. 2 tentatives de suicide, c'est un miracle qu'elles soient encore là. Et puis là, hospitalisation parce qu'on pouvait plus faire autrement, parce que c'était intenable pour elle. Moi, j'ai eu la chance extraordinaire d'avoir un patron qui m'a dit Patrice, tant que t'as pas résolu l'histoire, tu restes à la maison, tu seras payé. Et je leur remercie parce que ça a quand même duré 1 an et demi, cette histoire-là, à partir du moment où le petit est décédé. Donc, c'est la descente aux enfers. Hein, on s'est bourré de cachets. Je me demande comment j'ai pu avaler autant de bonbons à cette époque-là. Que je prenais la voiture pour aller à des manifestations en haute. Je ne sais toujours pas comment j'ai pu le faire, mais je l'ai fait. Il y a quelque chose qui m'a maintenu, en tout cas, si tu veux. Il y avait quelque chose qui me disait il faut que tu continues, quoi. Il faut que tu continues pour toi, il faut que tu continues pour ta femme. Voilà. Et du coup, alors,
voilà, on va passer aussi, voilà. Ensuite, bon, du coup, finalement, la vie continue, tu vois. Donc, c'est ce Ouais, qu'on disait. Et donc, toi, en plus, donc, ta femme, elle a fait un crack, tu craques aussi, mais d'une autre manière, ouais, tout en toujours. restant debout, finalement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Un ouais, petit ouais. peu le guerrier, tu vois, on craque dans la tête, mais physiquement, et t'es là, quoi. Tu vois, tu montres quand même ta présence en disant, ouais, je ne vais pas me suicider, je ne vais pas ça. Bon, tu prends des cachetons pour t'aider, ok. Ta femme, bon, la pauvre, elle craque, oui, bon, là, elle en peut plus. Et toi, tu es un petit peu, bon, voilà, tu es là, bon. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire là? Euh, qu'est-ce qui, Alors, qu'est-ce qui, voilà, dans le on tourbillon a eu une chance extraordinaire à plusieurs niveaux déjà, c'est qu'on avait une foi absolue en Evelyne et elle nous a toujours dit, ce qui était assez marrant, c'est dès les quelques jours qui ont suivi la mort de Junelle, je me suis dit, et j'ai lancé un appel sur un forum de parents, j'ai dit, ça va peut-être vous paraître minable ce que je vais vous dire, mais Junelle n'est plus là, mais j'ai envie d'avoir un autre enfant, je suis désolé si ça vous choque, mais j'ai vraiment envie qu'on continue. Et déjà, ce premier message, il a été super bien compris par tout le monde parce que tous les parents qui étaient dans le même cas que nous ont dit merci de l'avoir dit ouvertement parce que on a ce même sentiment. Nos enfants sont partis, mais il est hors de question qu'on abandonne. Donc déjà, on a eu cet esprit de famille. On a eu cet esprit de famille où on s'est soutenus les uns les autres parce que nos familles respectives nous ont aidés, mais elles n'étaient pas du tout dans nos têtes. Elles n'ont pas vécu du tout la même chose. Ça, c'est la première chose. On a eu la chance, et je te l'ai dit, moi j'ai la chance extraordinaire d'envoyer une longue lettre de 3 pages à Jean-Jacques Goldman pour lui expliquer ce qui s'était passé. Je lui avais demandé effectivement d'écrire une chanson sur cette catastrophe. Et il a eu la gentillesse de m'envoyer un mot quelques mois après en me disant que le poème que j'avais envoyé de ma femme était bouleversant. Il n'avait pas de mots pour dire ce qu'il avait ressenti. Il s'excuse de dire qu'il ne savait pas écrire dans le bonheur. Et sa dernière phrase, c'est Junelle restera, je connais aujourd'hui Junelle, il restera présent dans ma vie. Et c'est une étoile que je connais et qui peut-être un jour m'inspirera une chanson. De là, quand tu reçois des messages aussi forts que ça, tu te dis waouh, il faut pas que tu lâches quoi. Et puis il y a l'adrénaline qui remonte aussi. Tu dis maintenant tu vas te battre contre l'administration française qui te dit mais monsieur, vous avez eu un enfant donc vous en aurez pas d'autre. Donc tu dis ok. Voilà, c'est là aussi, c'est que là, tu as fait les premières démarches pour un premier enfant qui malheureusement, dramatiquement, est Ouais, décédé dans ouais. une catastrophe naturelle. Et, et comment dire, toi derrière, donc derrière, comment ça se passe là? Tu vas déclarer ton enfant décédé alors que tu l'as même pas eu, tu n'as pas eu le temps de le récupérer, mais il était considéré comme ton enfant. Alors, il portait pas encore notre nom, mais pour l'État français, comme on nous avait déjà attribué à un enfant, on avait estimé que, eh ben, on en avait un. Donc, on n'avait pas le droit d'en avoir un autre. Et j'ai dit, bah, écoutez, à ce moment-là, moi, ce que je voudrais bien, c'est, mais je jouais un peu l'idiot, hein. Je dis, moi, ce que je voudrais bien, c'est qu'il soit inscrit sur mon livret de famille, puisqu'on en a une heure. Ah ben non, on peut pas. Donc là, on a compris que ça allait être compliqué. On a dit, bon, ben, on va faire avec. Il y a des associations qui se sont montées. On s'est heurté forcément à l'administration française pendant de très, très, très longs mois. Entre-temps, on nous a fait l'attribution de notre nouveau fils, qui aujourd'hui est parmi nous. Là aussi, il a fallu aller le rencontrer de nouveau en Haïti, où Tu as là, refait le même processus aussi long, c'est ça que je voulais aussi. Ça s'est passé pareil avec la longueur de la première alors, fois. heureusement qu'il y avait Evelyne. Non, non, non. Junelle est mort donc en janvier et on nous a fait une réattribution de Junelle. Je pense que c'était au début, fin mai, début juin, quelques mois après. Evelyne est venue en France, nous a dit il faut que vous veniez très très vite le voir. Donc on est reparti en Haïti, ce qui a été abominable parce que le Haïti déjà avant, il faut vous imaginer que c'est un des pays les plus pauvres au monde. Quand on est retourné et qu'on a vu ce qui en restait, c'était il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on a vu. Donc, on a vu de nouveau notre enfant, on a de nouveau fait les papiers, en sachant qu'en Haïti, il y a une spécificité, c'est que tu es obligé de rencontrer les parents biologiques de l'enfant parce qu'ils Alors ne voilà, ils ne sont pas orphelins. Ils sont tous abandonnés. Je n'aime pas ce terme abandonné. Hein. Ils sont tous confiés à l'adoption pour des familles. Donc, en pour quelle plus, raison? Parce que c'est trop pauvre, la famille ne peut pas ouais, s'en c'est ça. occuper.
c'est trop pauvre, ils ont absolument plus d'argent. Donc, la seule solution qu'ils ont, c'est de laisser les enfants dans des crèches. C'est pour ça qu'on parle de crèches et non pas d'orphelinat. Et les crèches se chargent de leur trouver des parents. Donc, il faut faire cette démarche de rencontrer les parents. Et c'est pas facile. C'est pas facile avec un gamin au milieu qui peut être aussi perturbé. Donc, on l'a rencontré au mois de juin. Au mois de juin, on signe tous les papiers, on rentre en France. Il y a eu des histoires avec la France, avec le gouvernement. Haïti a dit, bon, bah, puisque vous nous mettez des bâtons dans les roues, on va demander à tous les parents de revenir une nouvelle fois voir la doyenne des juges en Haïti pour qu'on soit bien clair que les parents ne soient pas des trafiquants d'enfants. Donc, il a fallu faire des voyages avec tout ce que ça implique, en essayant de ne pas s'impliquer trop émotionnellement vis-à-vis de l'enfant parce qu'on ne savait pas. On avait déjà vécu quelque chose de compliqué, on ne voulait pas le vivre une deuxième fois. Donc là, on a mis beaucoup de distance avec notre fils. Une fois que ces papiers-là ont été faits, il y a encore eu d'autres problèmes qui se sont mis au milieu. On a eu des rapports qui ont été commandités par l'État français qui faisaient état de danger absolu pour nos enfants sur place, qui étaient proches de la subsistance. Et moi, j'ai fait une interview d'ailleurs sur RMC où j'ai mis en cause l'État français avec des rapports que je suis arrivé à avoir. J'ai eu 1 ou 2 politiques qui ont essayé d'avoir ma peau derrière. Ils n'y sont pas arrivés et merci en tout cas à l'intervieweur qui m'a protégé. Mais après, on a tout subi. On a subi les cyclones à répétition en Haïti, puisqu'il y a la période des cyclones en plein été. Une fois que tu te dis, bah, les cyclones, c'est passé, les enfants vont bien, il n'y a pas de chance. Hein, c'est qu'il y a que vu le nombre de morts, plus de 250 000 morts, il y a une épidémie de choléra. Donc, ça veut dire que les enfants sont en danger aussi de mort. Donc, merci le gouvernement, hein, je le dis toujours, mais grâce à des parents, on a payé tous les vaccins pour tous les enfants. Il y a un couple qui est parti avec tous les vaccins. Air France nous a accordé le droit d'avoir en soute des médicaments réfrigérés. Et tous les enfants ont été vaccinés sur place et protégés. Et puis, une fois que tout ça arrive, tu te dis, ok, il faut partir parce que… Ah oui, ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est qu'il y avait, à l'époque, c'était le président Préval qui avait dit, les enfants, on ne peut pas les laisser en Haïti, ils sont pas dans des conditions idéales pour rester. Et donc, il avait accepté de signer ce qu'on appelle la liste des 500. Il y avait 500 enfants qui étaient donc déclarés par René Préval, président d'Haïti, et qui disait ces enfants-là, il faut en priorité qu'ils rentrent auprès de leurs parents en France. Sauf que le gouvernement, lui, a tardé à répondre à cette lettre. Il y avait une date butoir et que cette lettre s'est encore une fois perdue dans les méandres des ministères et ça nous a posé des problèmes. Mais donc, jusqu'au bout, au moment où on va pour partir, il y avait des manifestations parce qu'il y avait l'élection présidentielle qui approchait de nouveau en Haïti. Et là, les Haïtiens ont manifesté, aéroports fermés. Enfin, donc tu vois tout ce processus qui est absolument… c'est hors norme, non, mais voilà, c'est exactement ça. C'est hors norme. C'est une accumulation, en fait. Je ne sais pas comment, même là, j'ai même pas les mots pour dire, parce que tu as un tremblement de terre, des cyclones, une épidémie choléra, tu tombes finalement presque dans la période présidentielle, comme tu dis, où ça a encore des bâtons dans les roues, où tu as un État français finalement qui va te brider tout parce que pour eux, tu as déjà eu un enfant, tu l'as pris, bref. Oui. Donc eux, ils te ferment les portes, ils ferment tout. Donc ils disent Patrice Billy, on ne veut plus, il n'aura pas d'enfant pour nous, c'est fini. Toi, tu te bats contre ça, donc tu te retrouves donc avec tout cet élitisme français qui veut bloquer et dire c'est moi qui contrôle finalement, tu vois ce que je veux dire. C'est ça, mais c'est entièrement ça. On nous fait croire, tu vois, finalement, on nous a fait croire. Tu vois que c'est un pays ouvert, tu sais, c'est la France. Non, le pays. Alors voilà, c'est là aussi que je veux venir aussi. Alors on le voit. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que nous avons été la seule famille en France, je dis bien en France, où on a été contacté par le ministère des Affaires étrangères et on nous a dit, mais monsieur, vous avez effectivement un enfant qui vous attend en Haïti, il n'y a pas de souci, tous les papiers sont prêts, mais aujourd'hui, psychologiquement, vous n'êtes pas apte à être de nouveaux parents. C'est un truc de fou.
On s'est dit, mais de quel droit vous nous jugez alors que vous ne nous avez pas vus? On était suivis bien évidemment par l'équipe référente de l'adoption sur le Conseil général des Alpes-Maritimes qui nous ont appuyés. Et eux ont décidé comme ça de dire non, non, mais le petit, vous l'aurez pas. Donc, et chose extraordinaire aussi, c'est que quand tu vas comparaître dans un tribunal, c'est pas comme ici. Quand tu vas comparaître au tribunal, tu signes sur un morceau de papier, où il n'y a rien d'indiqué dessus, ou au mieux c'est écrit en haïtien, tu ne sais même pas ce qui est noté dessus, tu as les parents biologiques qui sont à côté de toi, et au moment où tu vas faire les dernières démarches, on te dit, ah mais l'enfant, vous ne pouvez pas le récupérer. On dit, mais pourquoi? Ben parce que les parents sont illettrés, ils n'ont pas compris ce qu'ils ont signé. Donc là aussi, ça retarde les choses, c'est-à-dire qu'il a fallu que des parents qui étaient sur place soient témoins que les parents biologiques de notre fils repassent devant le juge et qu'on leur explique bien la situation avec des témoins pour débloquer encore la situation. Donc c'est quelque chose de fou que l'on a vécu sur une année. Ça a été consacré. Oui, tu me fais penser à une caricature que j'ai envie de donner. Enfin, tu parles des méandres administratifs. Tu sais, dans Astérix, il y a des ça, les 12 travaux d'Astérix. Partout, là, et il faut aller récupérer le formulaire F18, puis de là, on te dit le puis au final, tu fais tous les étages, à la fin, tu sors, tu deviens fou, tu vois. J'ai l'impression que tu étais qu'à un moment donné, voilà, c'était un peu, c'est caricaturé, bien sûr, mais tu sais, ce labyrinthe administratif. Ah oui. C'est aberrant. Et après, on a joué un coup de poker, c'était qu'on a vu que les choses commençaient à se décanter, mais on n'avait pas de date précise pour avoir les documents officiels auprès de l'État français, parce que quand même, au bout d'un moment, ils se sont bougés les fesses, excuse-moi l'expression, alors que tous les autres pays, que ce soit l'Italie, les Pays-Bas, les USAID, c'est sorti très très vite, les enfants. Il n'y a que nous qui avons fait plein de soucis. On a tenté un coup de poker avec des amis, on a dit on part et on rentrera pas sans nos gamins. Et ça, c'était en décembre 2010. 15 décembre 2010, on est parti. On ne savait pas si on allait rentrer avec nos enfants. La veille, l'aéroport était encore fermé, donc on risquait de perdre tous les billets d'avion, mais c'est pas grave, on est parti. Et puis on est parti là-bas, coup de poker, et on a eu cette chance extraordinaire. Dans les 10 jours où on est resté là, même pas 8 jours, on est resté là-bas, où on a pu aller voir l'ambassade française en Haïti, où franchement, ils ont été pour le coup extraordinaires et ils ont tout fait pour nous donner les papiers en règle pour pouvoir sortir enfin nos enfants d'Haïti. Ouais, et légalement, c'est ça que… Légalement. Voilà, parce que tu aurais pu prendre l'enfant, partir, mais là, tu étais complètement hors la loi. Et là, non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Tu aurais pu, à un moment donné, être dans cette démarche-là aussi, tu sais, de dire j'en ai marre et faire des bêtises. Tu vois ce que je veux te dire, des choses qui sont pas… Il y a ça aussi, tu as eu de la lucidité aussi d'esprit de quand même rester toujours dans les clous. Tu vois ce que je veux dire? Surtout que le gouvernement français nous avait interdit de partir, en sachant qu'il voulait affréter 10 jours ou 15 jours après un avion militaire pour aller chercher les enfants, avec la contrainte d'une, c'est qu'il n'y ait qu'un parent qui puisse y aller au lieu des deux, et que le billet d'avion était hors de prix, parce qu'en plus, il faisait payer bien évidemment les parents. C'était juste, on arrivait sur le tarmac, on récupère les enfants et on s'en va. Super pour la mise, pour l'enfant de se retrouver comme ça dans une situation hallucinante. Donc nous, on s'est dit non, on n'ira pas dans cette démarche-là. On va prendre un avion, on passe outre les recommandations de l'État français. Et puis, ironie de l'histoire, c'est qu'on rentre avec notre fils aujourd'hui le 23 décembre 2010 et on avait quitté notre ancien fils le 23 décembre de l'année d'avant. Un an pile, jour pour jour. C'est extraordinaire, mais c'est vrai. On a pu prendre l'avion et rentrer avec notre fils, même si encore jusqu'à la veille, on a eu des doutes, puisqu'il faut que tu saches que c'est pas une adoption. Alors, il y a l'adoption simple et l'adoption plénière. L'adoption simple, c'est-à-dire qu'on ne rompt pas les liens avec les parents biologiques. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas quitté le territoire, en tout cas haïtien, à tout moment, les parents peuvent récupérer les enfants et tu ne peux rien dire. Donc, imagine-toi, il y a eu une annulation aussi la veille pour cause de problèmes en Guadeloupe. On n'a pas pu rentrer. On a eu très, très peur jusqu'à ce que l'avion décolle et aille en l'air. On savait que c'était fini, qu'on ne pouvait plus nous retirer notre enfant, en tout cas du côté haïtien.
Voilà, donc déjà là, bon, voilà, bah après, on va pas spoiler tous les détails, puisque là, on a fait Oh quand non, même, il y en a on a plein. bien parlé, mais il y Il a y en a d'autres plein. détails, tu vois. Voilà, c'est ce que je veux dire aussi au lecteur, c'est qu'il y a vraiment une histoire extraordinaire, et surtout dans les détails, là, tu vois. Voilà, là, on a parlé, je dirais, de la longue trame extraordinaire de cette histoire. Ben, je dirais presque une histoire de folie, parce que, voilà, comme tu dis, si un scénariste l'avait raconté, on l'aurait pris pour Oui, un c'est fou. impossible. Et pour finir, ben, comme C'est tu ça. disais tout à l'heure, ben non, notre fils n'a pas été français, il a été haïtien, il était donc simplement en adoption simple. Et là encore, pour des problèmes de pays, il y avait juste un document à légaliser que l'État français ne reconnaissait pas de la part d'Haïti. Donc, on ne nous donnait pas l'adoption plénière, c'est-à-dire que ça devenait clairement notre enfant, quoi qu'il se passe, hein, vraiment officiellement dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que si nous, on venait à décéder pendant l'adoption simple, notre fils était considéré comme un étranger et 70% de tout ce qu'on avait repartait à l'État français, rien ne lui revenait. Et ben jusque là aussi, il a fallu se battre encore pendant 5 ans en France, même si entre-temps on est parti à l'étranger, pour qu'enfin on puisse obtenir au bout de 5 ans enfin un document attestant que Marley, oui pardon, je ne devrais pas dire son prénom, mais voilà, en tout cas que notre fils allait être officiellement notre fils et surtout avoir la nationalité française. Voilà, Donc, ça, aujourd'hui, il a la nationalité française. ah oui, oui, Et surtout, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il porte ton nom. oui, 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 Donc, bien sûr. s'il arrivait quelque chose, il est considéré Ah, maintenant complètement. comme ton fils, ta famille, et il Oui, hériterait. Tu vois ce que je veux dire? Que oui, l'État français oui, ne joue pas encore. oui. Tu sais comment c'est? Sans cette adoption plénière, l'État français avait encore son mot à dire, c'est-à-dire du jour au lendemain, ils pouvaient nous l'enlever pour une raison quelconque. Là, ils ne peuvent plus rien faire. Voilà. C'est notre fils. Il héritera de tout ce que l'on possède. Il a les mêmes droits qu'un enfant Voilà. Et biologique. pour qu'on sache aussi, entre-temps, tu n'as jamais eu de. Alors, c'est ça que je me suis toujours demandé, vu que tu l'as pris dans des circonstances, etc., tu vois, tout ce qui est passé, et que l'État français, finalement, t'a un peu poussé, tu vois. Toi, tu as poussé pour avoir tout ça. Donc, tu as un peu brusqué, je dirais, l'État, finalement, puisque tu as eu certains, tu vois, des Ouais. hommes politiques, etc. Mais tu n'as jamais eu euh, des sortes de représailles dans le sens où, sur des choses dans ta région, ou je sais pas, tu vois, des choses que tu aurais pu remarquer qui te dit, ouais, bon. Non, franchement, après, non. Après, effectivement, quand j'ai dénoncé, effectivement, Des coups de le pression ou quelque silence, chose qui aurait pu. non, non, quand il y a eu vraiment le silence de l'État français et qu'il ne bougeait pas, effectivement, que je suis intervenu sur les antennes de RMC, là, effectivement, il y a deux politiques haut placés, dont je ne citerai pas le nom, mais qui sont dans le bouquin et qui, eux, vraiment ont voulu me faire d'énormes soucis. D'ailleurs, je devais repasser à l'antenne 3 semaines après et l'intervieweur a refusé de me prendre à l'antenne justement pour me protéger et pour que ce projet d'adoption puisse aller jusqu'au bout. Là, oui, j'ai senti que j'étais en danger, mais c'était pas grave parce que. C'était quoi, en fait, qui gênait? C'était que tu dénonces une Oui, espèce, oui. comment dire, je dirais, je sais pas comment expliquer, que la France, en gros, une espèce enfin, je sais pas Ben, comment pour la expliquer. France, si tu veux, l'intérêt de l'enfant prévalait sur tout le reste. Donc pour eux, les enfants haïtiens sont des enfants haïtiens. Donc ils voyaient, en tout cas, le gouvernement à l'époque et l'ambassadeur de France en Haïti étaient contre l'adoption. Il faut être très clair. Donc déjà, pour eux, c'était ça à la base. Donc ils nous ont fait ces histoires-là. C'est pour ça que ça a bougé. Il y a quand même eu un ministre qui a eu une sommation interpellative au ministère des Affaires étrangères. C'est allé très très loin parce que les enfants, vous ne voulez pas les faire sortir. Et pourquoi on a dénoncé ça? C'est que quand même l'État français avait mis en place un audit et dans l'audit, il était bien mentionné que nos enfants étaient en danger de mort. Donc on ne pouvait pas dire tout et son contraire. À partir du Donc moment voilà. où il était en danger de mort, il était hors de question qu'on ne bouge pas et que le gouvernement ne prenne pas ses responsabilités. Toi, quelque part, en gros, voilà, en gros, non, mais pour dire un petit peu, c'est quand tu as parlé, tu as dénoncé une espèce d'inactivité d'un État français qui, tu vois, ce que je veux dire, qui ne faisait rien et qui mettait en danger la vie d'enfants. Oui. Oui, C'est oui, ça. oui.
C'est-à-dire que là, tu leur as dit, voilà, en fait, ils font rien. Les enfants, ils peuvent mourir à n'importe quel moment. Et si jamais il arrive quelque chose, ça sera la faute à l'État, parce que l'État, Oui, comment dire, ralentit toutes les procédures. Grosso modo, on est dans cet esprit-là, quoi. Un État qui s'en fout, qui c'est dit ça, non, c'est ça. laissez-les mourir, en gros, quelque part, ben, nous, c'est pas notre problème. Oui, et puis C'est surtout qu'ils complètement étaient. ahurissant. Voilà, mais moi, où ça les embêtait, c'est que d'ailleurs, c'est dans une des annexes du livre, à la fin, c'est que ce rapport-là, je l'avais. Et d'ailleurs, il est en pièce jointe dans mon livre, où c'est clairement spécifié. Donc ça, il ne pouvait pas dire non, non, ça n'existe pas. Il était signé de 3 hautes personnalités politiques françaises. Et est-ce que Donc, tu penses que tout ça, c'est plus euh, l'administratif, tu vois, français, plutôt qu'une, comment dire, que le vouloir. Tu vois comment je veux dire? Est-ce que c'est plutôt, ça s'est passé comme ça parce que ben, il y a tellement de paperasse que finalement, tu vois ce que je veux dire, ça ralentit les dossiers, ça mouline, c'est un petit peu, voilà, ou c'est parce que vraiment il y avait une volonté de non, on fait non, pas. c'était une volonté du gouvernement Ouais. de garder les enfants là-bas. Tous les autres pays ont fait sortir les enfants au bout de 15 jours. Ils n'avaient pas tous les papiers officiels. Ça a été fait ultérieurement. Non, Ouais, non, là, non, c'est non. réellement volonté pour le Oui, oui, vraiment oui, une réelle volonté. on C'est avait pas un souci administratif avec non, des gens qui absolument traitent pas les pas. dossiers. Donc, On avait un ministre des Affaires étrangères à l'époque qui était contre l'adoption, clairement. L'ambassadeur sur place était contre. Ce ministre a été changé par un autre qui pourtant avait un enfant adopté lui-même, mais qui n'a pas beaucoup bougé non plus à ce moment-là. Et la seule personne à qui je rends hommage sans faire de politique, hein, que ce soit gauche, droite, milieu, je m'en fous, c'est Michel Alliot-Marie qui, les derniers mois des procédures, on lui a écrit et elle a finalement dit, OK, maintenant il faut arrêter pour l'intérêt des parents et l'intérêt des enfants. Il faut trouver une solution, surtout que nos enfants portaient à ce moment-là nos noms directement. Donc, comment peut-on protéger un enfant qui porte ton nom à 3500 km? On a une responsabilité de parents et il n'y avait plus rien qui tenait. Et donc, cette femme-là a pris, en l'espace d'1 mois après sa passation à ce poste, a pris la décision de dire, OK, maintenant on accélère et donc ça elle va a, bouger. papa, ben, on y va, elle On envoie, y c'est est ça, allé. grosso Alors, modo. je la cite, ça pourrait être quelqu'un d'autre, mais c'est elle en tout cas qui a débloqué la situation 1 mois après sa prise de fonction au ministère des Affaires étrangères. Ouais. Oui, voilà, non, bah, il faut aussi dire, attends, comme on dit, on ne fait pas de politique, mais comment dire, quand il y a des gens qui font bien leur boulot, on critique assez les Oui, il faut ministres. le Tu comprends? reconnaître. On critique beaucoup les ministres, enfin pour une fois, non, mais pour une fois qu'il y a quelque chose qu'on peut dire qui est bien, Oui, ne il nous faut le dire. engagons pas, tu vois. C'est Il bien, faut le dire. on critique beaucoup les hommes politiques, mais voilà, c'est bien de citer quand quelqu'un fait Oui, 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 tout à une fait. bonne chose aussi, tu vois. Tu remarqueras que je ne cite pas les mauvaises Non, personnes, même si elles sont dans le livre. on n'est pas là Et pour puis, critiquer, mais on n'est que pas là tu pour dises ici, critiquer. je suis Mais content que tu cites quelqu'un en oui, disant, voilà, oui. elle a bien fait son boulot sur cette partie-là. Bravo, madame. Tu vois, c'est vraiment ça qu'il faut dire aussi. Parce que comparé aux autres, elle a été beaucoup plus performante en 1 mois, finalement. En 1 mois, elle a vraiment débloqué la situation et ben, merci à elle. Mais encore une fois, ça aurait pu être X, Y ou Z. J'aurais exactement Pareil. tenu le même discours Non, sans mais faire de voilà. politique. Non, voilà, c'est pour dire aussi que voilà, on n'a pas fait de politique, on a juste, toi aujourd'hui, voilà, ce que tu nous as livré, c'est une constatation. Tu sais, tu étais dedans, tu t'es dit, c'est pas possible, ça aurait été gauche-droite, n'importe où, ça aurait été pareil finalement, Ouais, puisque tu vois, il y a des convictions politiques de chacun d'homme c'est politique. normal. Voilà. Mais toi aussi, voilà, là, ce que tu soulèves aussi, c'est aussi cette dimension un petit peu politique aussi française où finalement il y a beaucoup de pouvoir sur des hommes seuls finalement, puisque tu le vois après qu'une personne peut débloquer toute une procédure, Oui, oui, hein, oui, oui. alors que normalement, enfin, tu comprends ce que je veux dire. Et toi aujourd'hui, voilà, en tout cas, Patrice, il faut dire quelque chose, c'est voilà, la force, le courage, cette lucidité, voilà, que j'admire aussi, la lucidité d'aller repartir dans tout ça. Et ensuite, ben, je pense qu'à la fin, une fois que tu avais vécu tout ce que tu avais vécu, tu n'avais plus rien à perdre. Et vous y êtes allé. Non, 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 on Voilà. n'avait plus rien à perdre. Après, c'est vrai que ce qu'on a pu regretter, c'est vrai, c'est de se dire, quand on nous a attribué notre enfant actuel, on a été très éloigné de lui pendant les mois où il était en Haïti, parce qu'on avait tellement peur qu'il se reproduise un schéma tremblement de terre ou autre chose, qu'on ne pouvait pas s'attacher autant qu'on avait pu s'attacher
au premier enfant, même si bien évidemment quand on était avec lui, on lui a donné tout notre amour, mais c'est vrai qu'on n'a pas reproduit le même schéma. Et puis il faut dire une chose aussi, c'est vrai que une fois qu'il est rentré, c'est pas forcément évident du jour au lendemain. Il faut s'apprivoiser, il faut apprendre à se connaître. Il a dû vivre, lui le pauvre, avec ce que nous on avait vécu, avec notre passé. Lui il avait le sien, mais on avait le nôtre. Et ça n'a pas été facile les premiers mois, hein, parce que voilà, lui, il a été déraciné, il s'est retrouvé dans un pays complètement différent, en ne sachant pas parler français. Et puis voyant quand même ses parents tristes parce qu'ils pensaient toujours aussi quand même au fils qu'ils ont perdu. Donc ça n'a pas été tout de suite idyllique. Si, les premiers jours, oui, mais après tu as le contre-coup et ça prend du temps, quoi. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Et donc, j'incite toutes les personnes à relire Le Petit Prince de Saint-Exupéry parce que, voilà, c'est entre le renard, effectivement, et le petit garçon où il parle d'adoption, c'est tout à fait ça. Ça prend après du temps de s'adopter, de s'apprivoiser. Puis maintenant, pour moi, c'est mon fils. Là, on raconte cette histoire-là, mais pour moi, depuis le jour où il est rentré, c'est mon fils. Je n'imagine même pas une seule seconde qu'il a été adopté, quoi. Pour moi, aujourd'hui, quoi, il a une vingtaine d'années, c'est ça que je disais. Il a 17 ans aujourd'hui. 17 ans, ouais. Il a 17 ans. Il a 17 ans. Et c'est un gamin, voilà, avec son histoire. Un jour, il nous a dit, je veux plus du tout que vous parliez de cette histoire-là. Enfin, moi, je veux plus en entendre parler. C'est pour ça que j'avais pris un pseudonyme. Et parce que j'ai voulu respecter aussi cette demande de mon fils, et c'est normal. Donc, je l'ai fait, même si je te cache pas que j'ai une folle envie, mais ça fait depuis quelques années que j'ai envie de monter un spectacle pour raconter cette histoire. Là, ça va être un peu plus compliqué parce que là, forcément, si c'est pas pour être célèbre, hein, pas du tout, mais c'est pour vraiment expliquer ce que c'est. Et là, effectivement, par contre, mon visage sera connu de tout le monde et il y en a qui me connaissent forcément, comme de partout, hein. Mais voilà, mon fils va très bien aujourd'hui, mais simplement, le livre est à la maison, il est pas caché. Mais voilà, si un jour il a envie de le lire, il le prendra, il le lira. Il veut nous poser des questions, il nous posera des questions. S'il veut voir la photo de ses parents biologiques, il verra la photo de ses parents biologiques. S'il veut repartir en Haïti, faire leur connaître, les revoir, ma femme est prête à y retourner. Moi non, j'ai tourné la page. Alors, je comprends tout à fait ma femme, mais elle me comprend aussi. Voilà, j'ai pas envie de retourner dans un endroit qui a été vraiment très, très compliqué. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est un petit peu, pour imaginer un petit peu l'enfer, tu vois, un petit peu comme un enfer finalement, entre tout, reste très compliqué, j'imagine, à revenir là-dedans, etc. Alors, voilà, je voulais dire aussi à tout le monde aussi, donc vous pouvez vous procurer, donc, dis merci mon cœur. Chaque fois, je me mets Alors, je laisse le suspense aux gens. Alors, je suis prêt à offrir un livre à celui qui me trouve l'explication de Dis merci mon cœur. Voilà, je vous mets au défi. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, bien évidemment, pourquoi j'ai intitulé ce titre comme ça, et ça ne pouvait être que celui-là de titre et aucun autre. Ouais, c'est ça aussi parce que c'est pas un titre commun, même moi, dans l'ordre Dis merci mon cœur. Bon, tu vois, c'est pas, on n'a pas trop l'habitude d'avoir des titres un peu évocateurs comme ça, une phrase finalement, tu vois. Ouais. Mais il y a une explication. Il y a une explication qui est. Eh bien, je le mettrai alors sur la chaîne YouTube, je ferai l'onglet donc avec la question et la vidéo sera reliée donc à cette question-là et les gens ils pourront répondre directement dedans et puis on regardera, je t'enverrai les réponses et puis on tirera quelqu'un au sort pour lui offrir un livre. Alors c'est génial. Juste pour dire, j'ai eu un problème avec ce titre, c'est qu'il y a une personne, une maman adoptante, qui a écrit un livre qui s'appelle Dis merci, tout simplement. Et le Dis merci, qui est terrible quand on connaît la signification, c'est que cette maman-là ne cessait de répéter à sa fille ou à son fils, parce que je n'ai pas lu le livre,
dis merci que que t'ai adopté et que tu sois là avec moi aujourd'hui. Pour moi, c'est terrible. Et j'ai eu des associations qui m'ont écrit en me disant, mais comment vous avez pu écrire un livre avec dis merci mon cœur? Et sauf que moi, la signification est tellement à l'opposé, mais ça, je ne pouvais pas le savoir. Mais non, non, c'est un très, très bel hommage. Dis merci mon cœur, c'est le seul petit indice que je peux donner. Non, 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 c'est une phrase qui a vraiment un sens. Il y a un tableau qui a été fait, qui est en 4e de couve du livre, qui a été reproduit avec dis merci mon cœur. Donc, ça a vraiment un intérêt très, enfin, c'est très, très significatif. Donc, Oui, ça voilà. ne peut pas. Voilà. C'est ce que je voulais dire aussi. Donc, on va faire ça aussi. Je mettrai la question. Et en tout cas, Patrick, je te remercie de nous avoir accordé cette interview. Voilà, je pense qu'on a réussi à traiter un petit peu tous les sujets de ton livre, qu'on a réussi à en parler. Donc, voilà, donc le livre, il va être disponible. Donc, il sera de nouveau disponible sur cardiff.net. Ensuite, il est disponible, je me semble, sur toutes les plateformes aussi. Oui, Amazon, la Fnac, Ouais, voilà. Enfin, on les cite tous. On les cite tous. Après, si vous voulez me contacter en direct, je me ferai un plaisir de vous l'envoyer avec des marque-pages et un petit mot. Donc, on peut vraiment le trouver dans toutes les librairies de France et d'Europe, ou auprès de toi ou auprès de moi sans aucun problème. Ouais, voilà, pas de problème avec ça. Ok, mais c'est très bien. En tout cas, merci beaucoup, Patrice, et à très vite. Merci beaucoup, Fabien, et à très, très vite.